Voilà, au moins tout est dit. Euh, on sait de quoi on parle. En tout cas, dans le cadre des rencontres de la critique et de la culture, depuis leur existence en 2007, j'ai eu l'occasion de prendre plusieurs fois la parole, mais aussi par les programmations, de pouvoir essayer d'identifier quelles sont les manières différentes de critiquer dont on peut disposer aujourd'hui au XXIe siècle. Et ce livre, donc, justement, est un point d'étape euh, qui permet de montrer que d'abord la question n'est pas nouvelle et que en plus, en 2500 ans d'histoire, en tout cas que l'on peut parcourir aujourd'hui dans le monde occidental, on peut découvrir plusieurs façons, plusieurs angles d'attaque de l'opinion, plusieurs angles, une espèce de, comme disait au XVIIIe siècle, une espèce de dictionnaire portatif des façons d'appréhender ce qu'on pense. Voilà. Et comment parler de ce que l'on pense, de ce que l'on éprouve. C'est un peu à ça que sert à la fois ce livre, mais surtout le festival Sainte-Beuve. Et effectivement, quand on regarde la question critique autour de nous, on peut constater que il y a une façon dominante, disons, de critiquer, une version dominante, qui est la critique du clivage, celle qui montre que quand on est contre quelque chose, on va critiquer, et ça plus que jamais. La notion d'opposition est liée au terme lui-même de critique. Mais pourtant, quand on fait le parcours de ces 25 siècles, on s'aperçoit qu'il existe une critique pour, on critique pour quelque chose, une critique de l'adhésion, une critique de la construction. Euh, En fait, en tout cas, il existe dans l'histoire de la critique elle-même une critique en tant qu'outil, un outil qui d'ailleurs est apparu à la période de la modernité, qui est même devenue la norme, disons, de la modernité. Alors les modernités en tant que période, mais aussi une vision moderne de la critique, une pratique moderne de la critique. Je pense que notamment à Kant, qui le dit, Walter Benjamin en parle, Hannah Arendt évidemment, ou Umberto Eco, plus proche de nous. Enfin en tout cas, si on cite quatre personnalités, quatre pensées assez connues, mais heureusement il y en a d'autres. Le clivage, en fait, la critique comme clivage existe d'emblée, parce que si on refait l'étymologie, on sait qu'effectivement la critique a aussi la même source que la crise et qu'elle nécessite une cassure, mais en même temps, elle est aussi une organisation de la société et de la pensée. Et dans l'Antiquité, on avait plutôt cette expression critique qui était donnée par les rhéteurs, par la rhétorique. Et les écoles de critique, disons, étaient tout à fait consciente que pouvoir parler, c'était avoir le dernier mot et donc avoir le pouvoir. Ce pouvoir-là qu'on avait par le biais de l'éloquence qui s'apprenait énormément évidemment auprès des grands penseurs, mais on sait bien que cet art de bien parler a été tout de suite associé à la notion de pouvoir, a été repris, poursuivi notamment quand avec la critique religieuse, avec l'Église, en tout cas jusqu'au XIIe siècle. La Renaissance aussi, même si elle a affiné un peu sa notion de pouvoir avec un peu de séduction du pouvoir, où finalement le bien parler du moment, la bonne critique, le bon esprit critique, la bonne compétence critique en tout cas, était plutôt à rapprocher des influenceurs d'aujourd'hui, hein, c'est-à-dire qu'elle est quand même liée à ce pouvoir aussi, qui est un pouvoir marchand, un pouvoir d'argent. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle, finalement, qu'on obtient l'idée d'une critique positive de construction, c'est-à-dire qu'il ne permette pas forcément d'avoir barre sur les autres, d'avoir euh, la possibilité de décider pour les autres. Et c'est avec les Lumières, finalement, qu'on arrive à une critique beaucoup plus nuancée, beaucoup plus positive, disons-le, et qui, finalement, à partir de ce moment-là, appartient plutôt à l'idée de civilisation en lutte contre la barbarie. La critique devient un outil de lutte contre la barbarie, qui reste un combat infini, ou en tout cas un combat qui n'est pas terminé de nos jours. C'est pour ça que
La critique en tant que seule expression du refus est presque une insulte faite à notre intelligence collective, parce que critiquer, c'est surtout proposer une alternative, une autre façon de voir, une autre possibilité, sans changer les règles de point du départ. C'est-à-dire qu'il faut conserver la prémisse, le problème tel qu'il est posé, mais à travers l'utilisation de la critique, la réflexion, la vérification des sources, etc., on essaie de trouver une alternative à la pensée sans changer le point de départ. C'est facile de dire finalement l'eau ça mouille, ça m'emmerde, si on était tous au sec, il n'y aurait pas de problème. Ben oui, mais si on est tous au sec, c'est qu'on considère qu'il n'y a plus d'eau. Et ça, c'est effectivement pour une critique d'opposition, c'est facile, mais pour une critique de construction, c'est plus compliqué. La critique moderne, elle permet par exemple, dans le cas de problèmes qu'on a encore aujourd'hui, elle permet d'entrevoir la laïcité. Ça veut dire que on peut permettre de vivre ensemble, de faire vivre ensemble, sans les cliver, des communautés, des partis, enfin en tout cas des ensembles qui a priori sont opposés, voire contraires. Le talent de la critique, c'est de faire que les contraires peuvent vivre ensemble, que les contraires peuvent trouver des terrains d'entente, peuvent s'entendre, et la critique va contribuer justement à l'expression de cette capacité de vivre ensemble. Ainsi, c'est parce qu'on a un libre arbitre et une expression, une éducation critique, une possibilité, en tout cas, une éducation critique c'est un peu compliqué ça, une possibilité de réflexion critique que l'on peut envisager en même temps la liberté individuelle et la liberté collective, sans laquelle il ne peut pas y avoir d'État, en tout cas de république telle qu'on la connaît. Ça veut dire que faire de la critique, c'est admettre le consensus étant l'accord commun. S'il n'y a pas d'accord commun, peut-être qu'il peut y avoir la guerre. Et du coup, cet accord commun, ce consensus, qui n'est pas un gros mot, est un outil, effectivement, on le voit, dans les sociétés, en tout cas celles qui se réclament de la République ou de la démocratie. Parce que s'il n'y a pas de possibilité d'accord commun, nous en venons à la violence et à la guerre. C'est aussi simple que ça. Donc la critique de construction, c'est celle qui va permettre à des personnes complètement opposées de vivre ensemble. C'est la leçon du XVIIIe siècle, c'est la leçon des Lumières. C'est ce qui a permis aussi de transformer la Révolution française en quelque chose de viable. Bon, on pourra en discuter aussi, mais après il a fallu du temps quand même pour y arriver. Mais néanmoins, ça a rendu la chose possible. En tout cas, ça a permis la chute de potentats, de systèmes en tout cas qui étaient fondés justement sur autre chose que l'argumentation et la négociation. Je ne parle même pas de droit. Prenons l'exemple aujourd'hui qui nous concerne, puisqu'on est en plein dans cette actualité. Les USA, par exemple, sont en train de nous montrer, donc l'Amérique nous montre, une opposition radicale entre les républicains et les démocrates. Finalement, entre la République et la démocratie, comme s'il ne pouvait pas y avoir de République démocratique. Ce qui est assez intéressant. Et du coup, si on regarde bien, cette opposition entre République et démocratie est complètement artificielle. Elle est à l'intérêt de celui qui s'en va, qui ne veut pas partir, et qui du coup utilise ce clivage dans une opposition de choses qui, ailleurs, dans les autres républiques, fonctionnent. C'est-à-dire qu'une république et démocratique utilise la démocratie pour exister en tant qu'organisation républicaine. On ne peut pas opposer la République démocratique sans être, comment dire, un apôtre de la guerre. Puisque la République propose, à travers la démocratie, elle propose un vivre ensemble de personnes qui sont complètement différentes. Quand le recours au juge, comme c'est le cas aujourd'hui, est le seul horizon pour départager la République de la démocratie, on peut considérer surtout que le pacte républicain qui régit la société du pays incriminé en a pris un tel coup que les citoyens eux-mêmes ne savent pas ce que République ou démocratie signifie. Cela montre aussi très bien les dégâts d'une pensée binaire, qui, là encore, toute pensée binaire est une insulte à l'humanité, montre bien qu'on est en dehors de la question, du mot. Regardons bien,
Républicain, finalement, c'est devenu la marque d'un groupe politique et démocrate est devenu la marque d'un groupe politique. C'est-à-dire que ce sont des marques, ce sont des mots qui n'ont plus de sens et ce ne sont en tout cas plus des concepts. Ils ne remplissent rien. Le républicain, normalement, n'est pas pour la guerre et il cède sa place quand il a perdu. Les faits sont têtus, théoriquement, mais bon, on ne peut pas l'avoir partout. On voit bien, en tout cas, que dans leur organisation, ni l'un ni l'autre, d'ailleurs, ne regrette l'absence ou en tout cas la présence très discrète de nuances. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail puisque ce n'est pas le sujet, mais l'émotion politique, tout d'un coup, serait impossible à avoir. Il n'y en a que deux, c'est soit un camp, soit l'autre. Mais où sont toutes les distinctions, toutes les finesses, toutes les subtilités que l'on peut avoir dans l'organisation de la vie, du vivre ensemble? On se pose la question. Du coup, le discours de guerre, qui est complètement clivant, qui oppose deux Amériques, nous montre bien qu'il n'y a pas du tout la place d'un discours de construction, donc il n'y a pas de place de critique. Il y a juste un refus. Nous ne sommes pas du tout dans une opposition, il n'y a pas de critiques qui sont émises, nous sommes dans une opposition de choses, un blocage finalement des échanges, du débat. Il n'y a pas, ce n'est pas, c'est une situation critique parce qu'il n'y a pas de discussion critique possible. Et là, parce que la critique, elle est faite pour porter la différence et pour éviter qu'elle n'advienne dans la réalité. Si la critique n'est pas en capacité d'organiser ce discours d'opposition, pour avoir un résultat où l'on puisse vivre ensemble, c'est qu'il n'y a pas de critique, tout simplement. Se réjouir du clivage américain aujourd'hui et surtout montre surtout que l'on refuse que la République démocratique existe et que l'on refuse le consensus entre l'un et l'autre, c'est que l'on souhaite que les faits ne soient pas ce qu'ils sont, mais qu'ils soient ce que l'on dit qu'ils sont, ce qui est complètement différent, et que l'interprétation, finalement, l'emporte sur le constat. En gros, c'est changer les prémices pour obtenir un résultat différent. Voilà, en tout cas, qui nous indique un peu, qui nous donne envie, enfin qui nous donne à comprendre qu'il faut se méfier des mots nouveaux ou des nouvelles idées en tout cas, qui sont rarement nouveaux, les mots, et les idées sont rarement autre chose que l'émergence d'un usage oublié. Je prends pour exemple d'ailleurs que le mot peut avoir un traumatisme. Dans les faux monnayeurs, Gide avait mis en scène le petit Boris qui est traumatisé par un mot totem, mais c'est le mot qui est porteur du traumatisme. Et je vais prendre aussi un autre exemple, puisqu'il est tout à fait en lien avec ce livre-là, dont évidemment je vous parle maintenant. C'est le mot de romantisme. En fait, Tour d'Ivoire, qui est la première partie du livre, donne un peu l'éclosion d'un esprit libre, lié à la critique, d'un esprit critique libre, qui est au milieu de la bataille d'Hernani. Et cette guerre-là est aussi une guerre de position, notamment pour la victoire du romantisme. Donc comment un esprit libre peut-il éclore au milieu d'une guerre en faveur, en tout cas, d'un positionnement intellectuel, à savoir le romantisme, qui prône justement l'esprit critique? Je vous laisse écouter Antuna en lire un petit morceau et nous revenons après. En participant à ce cercle, à cette bataille, je comprends surtout que ma place est ailleurs. Le contact avec les artistes et leur amitié ne fait pas de moi un artiste. On ne peut pas tous être artistes, comme on ne peut pas tous être docteur, notaire ou tailleur. Charles a sûrement raison. Artiste n'est pas un métier. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait aucune sensibilité, aucun intérêt pour l'art. C'est peut-être le sens des réserves de Charles. On peut tenir compte des effets que produisent nos œuvres sur les personnes qui les rencontrent. C'est toujours intéressant de savoir ce que pense quelqu'un qui n'y connaît rien. Quand je dis qui n'y connaît rien, j'exagère. On a toujours un petit bout de connaissance. Même l'ignorance est un début de connaissance. Quand on se balade, on n'est pas botaniste, mais on peut exprimer nos sensations. Dans une ville, on n'est pas architecte ni urbaniste, mais on peut éprouver quelque chose devant les monuments et les bâtiments. C'est en pensant comme cela qu'on peut espérer une république.
Cela crée parfois des débats, des articles. Mais on ne détruit pas l'ouvrage pour autant. Sauf quand cela crée un rapport de force terrible. Mais alors, on n'est plus dans la botanique ni dans l'architecture. Et encore moins dans l'art et l'esthétique. Difficile de trouver la bonne place. Il y a certainement plusieurs façons de recevoir une œuvre. En spécialiste, en amateur ou en étranger. Il vaut mieux éviter de la voir en artiste pour éviter de se voir, de se prendre comme référence, de régler ses comptes avec l'autre artiste. Mais il y a une part de spécialiste dans l'artiste. Un temps, pendant lequel il ouvre la porte, le tumulte est toujours égal à lui-même. Il referme la porte, perplexe. Le tapage dehors ne se termine pas. On l'alimente. On organise des batailles pourvu qu'on ait des articles de presse et qu'on soit sur toutes les lèvres. Est-ce qu'on doit pour autant être celui qui crie le plus fort? Celui qu'on voit le plus? Combien savent au juste de quoi on parle? On improvise beaucoup pour avoir de la répartie et à court d'arguments, on s'abandonne à l'insulte. Je ne sais plus si l'œuvre de Victor est porteuse d'une si grande révolution que cela. Il faudrait être capable de prendre du recul. C'est peut-être nous qui avons besoin de cette excitation. À moins de rester comme Alfred dans sa tour d'ivoire où l'on contrôle son idéal et se moque du reste. Ou bien, plus qu'un combat d'idées, qu'une remise en question des arts et de la société, on recherche, sans nous l'avouer, un peu de célébrité. Charles dit que la gloire est un mirage qui plane sur le paysage réel. Nous aimons tous ce mirage. Pour l'instant, notre tapage travaille à la gloire d'un seul. Alfred est quand même descendu à midi nous prêter main forte. La victoire fait partie de son idéal. Si on échoue, il reprendra de la distance et dira ce qu'il pense. Comme s'il ne pouvait pas se faire une opinion pendant que l'événement se produisait. Comme moi. À mon tour, je me retire dans ma tour d'ivoire et je réfléchis. Je me sors du tumulte et je me projette. Bon, disons que nous sommes demain ou l'an prochain. Disons que nous sommes dans 50 ans. Alors, disons que je suis mort et que d'autres regardent ce que nous faisons aujourd'hui. Si on a réussi, nous serons dans l'histoire. Mais il n'y aura plus de l'exaltation des affrontements, ni la passion d'avoir raison. Nous serons devenus des personnages historiques. Certains d'entre nous manqueront à l'appel et seront redevenus les anonymes qu'ils sont aujourd'hui. Et l'œuvre pour laquelle nous mettons en mouvement maintenant sera une référence ou une archive. C'est un peu comme si aujourd'hui, je regardais 50 ans, 100 ans, 1000 ans en arrière. Qu'en ferais-je? En tant qu'artiste, je verrai enfin tout ce que je n'ai plus à refaire, croyant bêtement l'inventer comme je le fais encore en ce moment. En tant que moi, tout simple être humain, il ne me reste qu'à comprendre qu'aujourd'hui n'existe pas sans hier et que demain est déjà éparpillé dans le présent. Parler de ce que je lis, vois ou écoute s'appuie sur tout ce qui a été et me permet de deviner ce qui sera dans 50, 100 ou 1000 ans. On rit un peu de Charles qui nous parle souvent du passé, qui trouve des liens entre ce que nous faisons et ce qui a déjà existé. Il aime trouver ces liens et les petits détails novateurs qu'on apporte. Avec lui, ce sont souvent des détails, bon, pas des révolutions. C'est pour cela aussi qu'on ne le suit pas toujours. C'est vrai. Je dois dire qu'en dehors de ce que nous faisons, rien ne trouve grâce à nos yeux. C'est un peu normal. On est tout entier dans nos envies. Mais toutes nos œuvres ne sont pas des chefs-d'œuvre.
Victor s'inspire beaucoup de ce qui se fait dans les autres pays. Charles reste toujours à explorer ce qui s'est fait chez nous, en France. C'est presque infini déjà. Et puis, on regarde toujours depuis notre clocher. On ne peut pas tout comprendre de ce qui se publie ou se joue ailleurs. On doit faire des efforts. Un roman anglais ne se lit pas comme un roman français, même s'ils peuvent s'inspirer mutuellement. Il faudrait avoir la même sensation que l'artiste du sujet qu'il traite. Ou alors, il faudrait se mettre en état de l'accepter. Merci Anne Tunin de la compagnie On Imagine pour cette lecture d'extrait. En fait, le texte a essayé de montrer et de faire cohabiter toute l'émotion, pour le coup, qui a existé dans le cadre du premier cénacle de Victor Hugo, qui finalement a été le grand vainqueur du romantisme. Mais quand on regarde aujourd'hui ce que la victoire veut dire, si on cherche ce qu'est le romantisme, on a effectivement ce courant fondateur indispensable et comment dire sidéral, mais en même temps, romantisme veut toujours dire que, parle d'une histoire d'amour un peu cucu, un peu mièvre, ce qu'autrefois on appelait une bergerie ou une romance. Voilà. Donc même en ayant tout cet attelage, tout cet attirail-là et toute cette profondeur-là, tous ces débats, il n'empêche que le même terme va pouvoir désigner une chose tout à fait opposée à ce qu'il désigne, à ce qu'il est, et qui nie considérablement tout le combat qui a été mené pour que ce concept-là advienne. Cela veut bien dire que si un mot peut indiquer tout et son contraire, en dépit de son histoire, des mots qui nous reviennent comme ça sont à regarder avec circonspection. Et je pense là en particulier au mot d'éloquence qui tente à prendre le pas, prendre la part, prendre la place même peut-être de la notion de critique, puisqu'on considère qu'il vaut mieux aller vers l'art de parler, or plutôt que de l'art de réfléchir, et que quoi qu'on en dise, les deux ne vont pas de pair. C'est toute la leçon de l'Antiquité. L'éloquence est un concept d'antiquité qui donne à croire qu'il y a un vainqueur d'un combat de mots, mais en aucun cas qui ne parle d'un progrès de débat. L'éloquence n'est pas le débat, c'est la victoire d'un seul sur les autres. Et aujourd'hui, mais comme autrefois, le mot à la mode, en tout cas, a été celui de la communication, qui continue de sévir aujourd'hui, comme si la communication était le fond des choses. Et on n'aborde toujours pas la notion de critique quand on emploie ces mots-là. Or, au XXIe siècle, on ne peut plus se laisser abuser aussi facilement par des mots que l'on connaît très bien. Alain Ray est décédé, mais tout son travail est considérable et on peut même voir ce que les mots portent en eux. Et il ne nous appartient pas humblement et individuellement d'avoir à choisir un bout de leur richesse plutôt que de prendre la totalité de leur signification. Aujourd'hui, on ne peut pas se laisser berner par les mots, de même qu'on ne peut pas se laisser berner par la notion de vérité ou de victoire. La vérité n'appartient à personne. Elle n'est pas le corollaire de la victoire. On ne gagne pas quand on dit la vérité. Ce n'est pas soi-même qui gagnons à dire la vérité. La victoire, elle est dans le progrès intellectuel collectif qui est produit par les mots. Par le partage d'informations, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe, et même qu'il se passe trop de choses, mais au contraire, et qu'en même temps, que le savoir lui-même n'appartient à personne. Plus aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de dire ça. Même s'il est exploité par certains, le savoir se doit d'être partagé, commenté, critiqué scientifiquement par tout le monde, c'est-à-dire critiqué par ceux qui ont les outils de la critique, pas critiquer pour le refus. Voilà. On est vraiment dans une question qui, hélas, reste toujours d'actualité. Je dis hélas parce que ce n'est pas très nouveau.
et on n'arrive pas à se dépêtrer finalement de cette liberté, et pourtant nous parlons toujours de libre arbitre et de liberté critique. Voilà. Voilà, en tout cas, en écrivant ce livre, et c'est ce que je vous proposais ce soir, c'était l'idée de rappeler qu'il y a énormément de choses de façon possible de voir la critique, et que il ne nous appartient pas individuellement d'en choisir qu'un seul élément, mais essayer tout le temps de penser à tout ce qui est possible. Et encore, évidemment, il n'y a pas tout, on en est loin. Mais c'est aussi peut-être pour rappeler que la critique, c'est aussi la capacité de pouvoir fréquenter des gens qui ne sont ni de notre bord, enfin en tout cas des gens qui ne pensent pas comme soi-même. Et peut-être même, au-delà de ça, déjà arriver à discuter avec soi-même pour se convaincre, mais aussi pour admettre ses propres erreurs, ce qui est déjà pas si mal, et qui est le premier pas d'un libre arbitre et d'une société où la critique est pratiquée au quotidien et par chacun. Voici ce que je vous invite donc à découvrir, enfin si vous le savez déjà, en tout cas à étayer avec ce livre-là, et puis peut-être qu'on pourra en discuter ensemble dès maintenant. Voilà. À tout de suite.